Lorsque j'étais à France Télévisions, un jour, je me balade, et je passe devant l'Olympia et je regarde les lettres de l'Olympia et j'ai un flash et je vois marqué oui, oui. Donc je gérais les droits. Et je dis à ma femme, on va monter un spectacle oui, oui pour enfants, ça ne s'est jamais fait, un spectacle sous licence, on va cartonner. Et je me vois rentrer le lundi matin, voir le PDG de France Télévisions Distribution lui dire j'ai une super idée, on va produire le spectacle de oui, oui. Et là, il me dit no way, on ne produit rien, on vend la licence. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. Je m'aperçois très rapidement que sur le marché du magazine santé, il y a Santé Magazine et Top Santé qui sont 100% des magazines féminins. Et moi je me dis, moi si j'ai 50 balais, j'ai pas le droit d'avoir un magazine. Et très vite, je dis à Michel, écoute, il faut qu'on y aille, il faut qu'on lance un magazine plus feel good, un magazine bienveillant, bien-être plus que santé, où on est vraiment dans la prévention et moins dans le curatif, et tu l'incarnes. We Are All Media, ce sont eux, mais aussi vous et moi, parce qu'au fond, on peut tous être un média. Dans cet épisode, je reçois Franck Simès, cofondateur avec son frère, le célèbre docteur Michel Simès, du magazine Dr Good. On revient sur le parcours de Franck, du PSG à France Télévisions, en passant par TF1. Sa trajectoire nous montre qu'il est possible de passer de l'intrapreneuriat, comme à France Télévisions, où il a créé et développé le département des droits dérivés, avant de se lancer dans le pur entrepreneuriat avec sa société, le Club Santé Débat, organisateur de conférences hors médias sur la santé publique et éditeur du magazine Dr Good. Durant notre entretien, on parle de licensing, c'est-à-dire de la vente de licences de marques médias, mais aussi des étapes de création et de lancement d'un magazine papier à l'heure du digital. On revient sur le rachat de son titre par Webedia, à peine un an après son lancement, et on discute de ce qui fait le succès d'un média presse en 2020. Bonne écoute. Bienvenue sur We Are All Media. Aujourd'hui, je suis avec Franck Simès. Bonjour Franck. Bonjour. Le fondateur et directeur général du magazine Dr Good. Alors je dis magazine, mais en fait c'est un peu plus que ça, puisque c'est un véritable média qui rassemble plusieurs titres sur la thématique santé et bien-être, donc Dr Good Kids, Dr Good C'est Bon, et une newsletter. Il est incarné par le docteur Michel Simès, qui, comme son nom l'indique, est aussi ton frère. La marque a été lancée en 2018 et c'est un véritable carton puisqu'on parle du meilleur lancement presse de ces 10 dernières années. Donc, pas étonnant que le titre ait été ensuite intégré au sein du groupe Webedia. On va parler évidemment de cette aventure et du pari de lancer un média papier à l'heure du digital. Mais avant ça, moi, ce qui m'intéresse, Franck, c'est ton parcours. Et ma première question, c'est comment tu es tombé dans le grand bain des médias ? Alors, je suis pas tombé dans le grand bain des médias tout de suite. Je suis d'abord tombé dans le grand bain du sport. Parce qu'après mes études d'économie, j'ai eu la chance et l'opportunité d'intégrer le PSG Omnisport, la cellule commerciale, où j'ai beaucoup appris. Et qui m'a permis derrière, effectivement, d'intégrer le monde des médias, et notamment TF1, où je suis rentré, je crois, en 1992 de mémoire, pour travailler à la diversification. Et ensuite, c'est un milieu qui m'a plu, parce que c'est un milieu créatif, c'est un milieu un petit peu de paillettes, donc tout ça m'a plu, m'a plu, et ça m'a donné envie de continuer jusqu'au jour où j'ai intégré en 2000 France Télévisions, parce que je me sentais un peu plus proche des valeurs du service public, et il y avait tout à construire, voilà. Donc j'y suis resté. Si on revient juste sur l'épisode TF1, tu faisais la gestion, tu gérais les licences, c'est ça ?
C'est ça. Je gérais les licences de marque du groupe, notamment Ushuaïa. Donc, on a beaucoup diversifié Ushuaïa. Il y a tout ce qui est bain moussant, savon et shampoing Ushuaïa. On avait décliné la marque au travers de contrats de licence. On avait à peu près 20-25 licenciés qui exploitaient chacun dans leur domaine. Et c'était le début de la diversification commerciale dans les groupes médias. Et quand on parle d'activité de licence, en gros, c'est une activité où tu vas chercher des marques. C'est une activité de vente, enfin de commerciale, où il y a aussi un peu de marketing, de branding. Le licensing, c'est le mot juridique. En fait, on parle plus de brand stretching ou d'extension de marque et donc faut faire attention. Il faut pas dénaturer. Il faut bien partir de l'ADN de la marque et de ses valeurs. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Moi, je sais qu'à TF1, je m'étais opposé à un moment donné à ce que l'on vende la licence à Peugeot pour faire une voiture Ushuaïa qui allait à l'encontre de l'ADN et des valeurs de la marque Ushuaïa. Mais on m'a dit que je n'étais pas là pour donner mon avis, j'étais là pour faire de l'argent. Donc voilà, mais ça, c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, tu es quelque part garant effectivement aussi des marques, des valeurs de la. Oui, je suis garant des marques parce qu'il ne faut pas arriver à des aberrations. Moi, je me rappelle sur. Alors, c'est pas tout à fait du licensing, quoique. Je me rappelle après la Coupe du Monde 98, il y avait Zinedine Zidane qui était l'égérie de plusieurs marques. Ouais. Et du jour au lendemain, il est devenu l'égérie de Christian Dior pour du parfum. Et la semaine d'après, il était devenu l'égérie de Leader Price. Et je me suis toujours interrogé de l'impact que ça a pu avoir chez Christian Dior de voir que du jour au lendemain, tu avais la même égérie qu'une GMS populaire. Voilà. Donc, il y a des aberrations, faire attention. Tout ça, c'est de la construction. Vaut mieux refuser si on pense qu'il y a un risque, parce que sinon, c'est tout le château de sable qui s'effondre. Ok. Donc, après TF1, France Télé. Donc là, tu restes combien de temps à France Télé ? Alors, je reste 12 ans à France Télévisions avec un énorme challenge qui était créé à part le DVD et la musique et les ventes à l'international qui sont pas tout à fait de la diversification, il y avait tout à construire. Ouais. Et c'est un challenge que j'ai voulu relever parce que d'abord parce que j'avais été séduit par le boss de l'époque et puis parce que je trouvais que je pouvais peut-être plus imposer mes idées et surtout refuser que ce soit l'argent qui guide un peu la créativité. Et j'ai bien fait parce que je me suis éclaté pendant 12 ans. Donc, tu as créé vraiment tu as fait une sorte d'intrapreneuriat, ce qu'on dit. C'est que tu as créé à l'intérieur d'une filiale une activité, quoi. Ouais, j'ai créé plusieurs activités. De zéro. De zéro. Ouais, je me rappelle le jour où je suis arrivé la première fois à France Télévisions, j'avais une feuille blanche, j'avais des armoires qui étaient fermées à clé parce que c'était pendant le festival de Cannes. J'avais mon assistante qui était en vacances que je connaissais pas et il m'avait mis en face de la tour TF1 et j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je fais là ? Et très rapidement, je rencontrais des gens fabuleux et qui m'ont laissé aller au bout de mon projet et on a cartonné, on a développé un nombre incalculable de métiers et ça a été un énorme succès et ça a positionné France Télévisions comme sur le terrain, sur le marché international. Qu'est-ce que tu as fait comme grosse licence pendant ces 12 années ? Alors, j'ai fait beaucoup de licences pour enfants et j'avais notamment très rapidement récupéré une licence qui cartonne en Angleterre qui s'appelait Bob le Bricoleur, Bob the Builder, qui m'a permis de positionner France Télévisions sur le marché de la licence. Et surtout, j'ai récupéré les droits de Oui Oui qu'on a remonté en France. On avait plus de 65 licenciés et pendant 3 ans, on était la meilleure licence même devant les Disney. Ensuite, je suis monté en catégorie d'âge sur C'est pas sorcier qu'on a beaucoup développé avec Fred et Jamy. On avait fait des boîtes de jeux, on avait fait des bouquins, on avait fait une exposition itinérante. On avait fait des jeux, on avait fait des énormes cartons et puis derrière on est monté également sur des marques comme Thalassa qu'on a énormément développé et qui dynamisait la marque, qui commençait un petit peu à vieillir et les produits dérivés étaient là pour donner un peu plus de peps. Donc on l'a fait en produits dérivés et puis très rapidement on est parti aussi sur du jeu vidéo. On a fait beaucoup de jeux vidéo Nintendo à l'époque sur Fort Boyard, Interville et qui ont fait des scores incroyables. Et puis après, on a été sur l'édition, après on a été sur le magazine, après on a été sur la gestion de personnalité et voilà. Gestion de personnalité, il y avait toutes les. En fait, j'avais dit
Pardon ? Dès qu'une publicité voulait placer quelqu'un, par exemple. Oui, en fait, j'avais dit à Patrice Duhamel et Patrice de Carolis à l'époque, je leur avais dit que les plus belles marques que l'on avait, c'était les animateurs télé, pas les journalistes, parce que les journalistes n'ont pas le droit de faire de commerce. Et donc, je voulais qu'ils m'autorisent à monter une espèce de team avec des animateurs télé qui étaient charismatiques et pour générer des recettes complémentaires mais le faire de façon intelligente. Et donc, on a beaucoup travaillé avec Stéphane Marie de Silence ça pousse. On avait même travaillé avec Andrew Manoff qui travaillait beaucoup avec Michel Drucker. Et puis, on avait monté une team comme ça, très sympathique. Voilà. Donc, comment ça se passe ? Tu fais un portefeuille de personnalités, tu vas voir des marques ou ou c'est l'inverse, c'est des marques qui viennent te dire on a besoin. Ça va dans les deux sens. Dans les deux sens. C'est qu'à un moment donné, on essayait, en gérant des personnalités, tu peux proposer des partenariats à 360 degrés qui partent de l'émission, qui vont sur le terrain et qui sont endossés, donc ça donne un peu plus de peps à ton action. Et on a été un peu innovants dans les opérations à 360 degrés, et on a fait des super OP qui étaient innovantes, qui étaient sympathiques, parce que aussi les animateurs jouent le jeu. D'accord. Ok. Et à ce moment-là, ça se passe quand tu travailles de façon très rapprochée avec les boîtes de prod ou pas forcément Non, moi je travaille directement avec l'annonceur d'un côté et aussi avec l'animateur derrière. Je ne veux pas d'intermédiaire parce que les intermédiaires sont là pour essayer de gagner de l'argent, et moi j'essaie d'abord de construire. J'essayais, ce que je proposais d'ailleurs aux animateurs, c'était de construire leur marque comme j'ai fait avec mon frère finalement. C'était d'enrichir leur marque, leur donner de l'épaisseur et c'était vraiment la pertinence de l'opération qui me faisait leur proposer des actions et pas le montant du chèque. Ouais. Quand tu vas rencontrer, par exemple, tu disais Bob le Bricoleur, qui sont des grosses licences anglo-saxonnes ou autres, quand tu vas pour prendre la licence, qu'est-ce que tu mets en avant ? Qu'est-ce que tu Alors, en fait, lorsque je suis arrivé à France Télévisions, je commençais à avoir un peu une petite notoriété dans le licensing international, puisque j'étais à TF1, qu'on avait géré aussi des marques comme les Marvel, Spider-Man. Ah ouais ? Ouais, j'avais géré Spider-Man à TF1. Donc j'avais une espèce de petite notoriété à la fois au niveau des licenciés, mais également au niveau des ayants droit. Donc quand je suis arrivé, j'avais très vite identifié que Bob le Bricoleur devait être une priorité. Ouais. Je savais que ça cartonnait en Angleterre, donc j'avais pris rendez-vous avec, à l'époque c'était Jean-Paul Comin, le directeur général, et Françoise Guionnet qui était en charge de la vidéo, et on est parti à Manchester voir les ayants droit pour lui dire écoutez, on est les plus beaux, on est les plus forts, faites-nous confiance, confiez-nous les droits. Vendez la série à France Télévisions. Qui n'était pas vendue encore ? Elle n'était pas vendue, donc on lui a fait un peu le package. Ah ouais. C'était F. Baron, la directrice de la jeunesse de France Télévisions, qui a joué notre carte aussi. Donc on a fait un deal groupe. Okay. Et derrière, Bob le Bricoleur nous a permis de lancer les activités commerciales. Je me rappelle encore l'ayant droit qui me pose la question en me demandant quelle était mon expertise en termes de licence, que lui ne me connaissait pas, et je lui ai expliqué que j'avais fait 7 ans à TF1 et que je partais, alors que c'est moi qui avais lancé Pokémon en France au sein de TF1, donc avec les équipes évidemment, et donc quand je lui ai prononcé le mot Pokémon, il a dit ok, très bien. Voilà, donc c'était je me rappelle vraiment, il avait posé cette question, et donc ensuite on a lancé Bob le Bricoleur, on a eu une 50aine de licenciés, et ça m'a permis derrière d'aller draguer les ayants droit de Oui, qui très rapidement nous ont confié également les droits, et puis derrière on a pris les Wings, on a pris Foot de rue, et en fait ce sont ensuite les ayants droit qui venaient nous voir en disant s'il vous plaît, accepter de travailler avec nous. Donc j'ai inversé la tendance très rapidement grâce au travail commercial des équipes, grâce aussi au management de Jean-Paul Comin qui nous laissait faire avec Françoise Guionnet qui depuis est partie à Canal+. Et on était vraiment dans la construction et vraiment la liberté. Et encore une fois, si Jean-Paul n'avait pas été là, on n'aurait pas pu prendre des risques qui n'étaient pas des risques démesurés, mais c'était un peu une révolution en France Télévisions de faire du business. Ouais, et ce qui est marrant, c'est que souvent, les licences de marque, elles arrivent une fois que tu as fait l'acquisition des droits télé. Là, en l'occurrence, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu vas chercher d'abord ta licence et tu prends au passage les droits télé et tu les... Ouais, en fait, je dis aux ayants droit, venez, on va raconter une histoire ensemble, et une histoire globale. Donc moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait penser global et pas par appartement.
Et c'est ce qui a fait que les gens nous croyaient. Et puis très rapidement, on délivrait ce qu'on promettait. Donc voilà, ça a fait boule de neige. Après, c'est Sony qui nous a confié Jackie Chan. Après, on a eu Peppa Pig. On a eu qui cartonne encore. Ouais. On a fait monter toutes les meilleures licences en France. Elles étaient chez nous. Et est-ce que tu penses que c'est quand les équipes d'une chaîne de télévision vont acheter des droits et vont voir les ayants droit pour négocier ces droits-là, est-ce que tu penses que de dire on a une super équipe de gens qui gèrent les droits dérivés autour, c'est un atout ou pas forcément c'est géré... Bien sûr, c'est un atout, mais il faut bien le présenter. Faut pas arriver avec le melon en disant bah, écoutez, de toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Nous, on marche comme ça. C'est juste, il faut savoir vendre son expertise. Il faut savoir être humble, modeste et dire on est les meilleurs. Faites-nous confiance. Ouais. Et pas vous voulez travailler avec nous, bah il faut que vous nous confiez le package. Okay. Parce que là, tu pars sur une mauvaise base. Ok, donc là, tu fais 12 ans à France Télé, où tu développes tout ça. Quand tu pars de France Télé, qu'est-ce que tu montes ? C'est quoi l'étape d'après pour toi ? Alors en fait, quand j'étais à France Télévisions, alors je vais te raconter la vraie histoire. Lorsque j'étais à France Télévisions, un jour, je me balade et je passe devant l'Olympia et je regarde les lettres de l'Olympia et j'ai un flash et je vois marqué oui, oui. Donc je gérais les droits. Et je dis à ma femme, je lui dis, putain, on va monter un spectacle oui, oui pour enfants. Ça ne s'est jamais fait, un spectacle sous licence. Il n'y a pas beaucoup de spectacles à part Disney on Ice. On va cartonner. Et je me vois rentrer le lundi matin, voir le PDG de France Télévisions Distribution lui dire « Michel, j'ai une super idée. On va produire le spectacle de Oui Oui. » Et là, il me dit « No way. On ne produit rien. On vend la licence. » Et je lui dis « Mais c'est de l'or en barre. On avait déjà 60 licenciés. Donc, on était la meilleure licence. » Je lui dis « C'est très simple. On va gagner beaucoup d'argent. » Et il me dit « No way ». Je me rappellerai toute ma vie. Et je suis rentré chez moi. Alors oui, on a fait le spectacle qui a fait... qui l'a produit du coup ? C'est le producteur de Notre-Dame de Paris. Ok. Donc Nicolas Tallard. Et pourquoi c'était pas pour toi une bonne idée de le faire produire par des professionnels ? Bah parce que c'est pas le même business model. Bien, moi, je voulais être coproducteur à minima. Ouais. Okay. Parce que t'es pas obligé de mettre Gérard Depardieu dans le costume de Oui Oui. Donc c'était pas non plus c'était du pain béni. Et donc ce qui s'est passé, c'est que on a vendu la licence à Nicolas Tallard et Charles Tallard. Ils ont fait 700 000 entrées. Sur combien de temps ? Ça a tourné 6 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'était sans fin. Ça allait en province, ça revenait à Paris, ils ont fait le Casino de Paris, ils ont fait l'Olympia. Enfin, ça partait. C'était un énorme carton. On a ouvert la porte au spectacle pour enfants sous licence. Et là, j'étais tellement frustré, j'ai dit à ma femme, la prochaine bonne idée que j'ai, ou j'estime être une bonne idée, je la garde pour moi, je partirai. Et l'idée que j'ai eue en 2011, c'est lorsque je voyais la popularité de Michel croître, je me suis dit, on va créer une boîte à outils dans la prévention, parce que finalement, j'ai fait un benchmark et je me suis aperçu que sur le marché de la santé, il y avait 2 magazines, Top Santé et Santé Magazine, 100% féminin. Il y avait Doctissimo et il y avait mon frère. Michel, et là, donc ton frère Michel Simès, qui était à l'antenne sur France 5, le magazine de la santé depuis 20 ans. Okay. Et donc, j'ai l'idée d'événementialiser l'émission de mon frère, donc, qui s'appelait le magazine de la santé, et de dire on va prendre le concept de l'émission où Michel est entouré de spécialistes pour traiter un sujet, et on va aller en province, le faire en live dans des zéniths, en partenariat avec les villes. Et ça a été le point de départ de ma réflexion. Et je suis parti de France Télévisions pour monter ce tour de France de la santé, pour la faire simple. Oui, mais ouvert au grand public. Ouvert au grand public avec une ligne directrice qui était que ces conférences devaient être gratuites. D'accord. Mais comment tu finances alors ? Par des partenaires. Et très rapidement, ce concept de show médical, que c'est un peu hybride, hein, c'est entre la conférence et l'émission, c'est un peu un show médical qui est interactif, fait l'objet d'une tournée en France. Et très rapidement, le premier rendez-vous avec un partenaire potentiel qui était la Mutuelle Générale m'a donné un accord de principe alors que je n'avais même pas un bout de papier pour présenter mon concept. Mais sur une discussion qui a duré 10 minutes, ils ont cru en l'idée d'aller porter la prévention et les conseils santé en région.
Et ils m'ont fait confiance et on a signé un deal pendant 2 ans. Donc incarné, porté par Michel Incarné Simès. par Michel. Donc, qui faisait le Tour de France personnellement. Exactement. On avait 11 conférences par an et chaque mois, on allait dans une ville, aborder un sujet. On était accueillis par la ville. C'est un peu comme le Tour de France, c'est gratuit. Et on mettait en lumière aussi les acteurs régionaux de la santé. Et quand on traitait, par exemple, du sujet du cerveau et son vieillissement sur la Côte d'Azur, il était entouré de 5-6 spécialistes, comme dans son émission. Et ensuite, il y avait une interaction avec le public. Et très rapidement, on faisait entre 1000 et 2500 personnes dans la salle. On faisait des zéniths et ça a été un énorme succès dès le départ. Et comment t'expliques ce succès? C'est que la thématique santé, c'est quelque chose qui intéresse aujourd'hui tout le monde, y compris les collectivités, ou la popularité de ton frère probablement aussi. C'est un mix. Oui, les gens veulent être acteurs de leur propre santé, donc ils ont envie d'être sensibilisés, ils ont envie qu'on leur donne des conseils. Et puis la popularité de Michel fait qu'ils venaient gratuitement assister, rencontrer le médecin de la télé. Il y avait un très bon marketing qui était fait à la fois par mon équipe et à la fois par les villes. Et en fait, on a créé une action publique de santé avec Michel et on était porté par l'ensemble des médias et ça a généré une accélération de la popularité de Michel, qui après est très vite rentré dans non plus l'animateur préféré, mais une des personnalités préférées des Français. Je pense que ça a joué. C'est évident. Il allait sur le terrain et il y avait une telle communication et un tel rayonnement de l'événement dans la région. Et comme aujourd'hui, on a fait 66 villes, enfin 66 conférences, 150 000 spectateurs. Et bah, tout ça fait des petits et ça a renforcé la popularité, l'authenticité et la proximité de Michel. Et c'est là où on a gagné le pari, quoi. Et avec ton passé dans les licences, t'essayais pas de vendre des petits goodies sur place? Non. C'était les partenaires qui finançaient. C'était vraiment la partie événementielle hors média a été vraiment le premier, la première pierre, parce que tout le schéma que j'ai développé après, je l'avais déjà en tête. Mais c'était step by step. Et ça nous a permis de tisser des liens privilégiés avec les villes, avec les médias, avec la presse quotidienne régionale, avec les radios, avec France Bleu, etc. On a appris à travailler ensemble et ça m'a permis de construire et derrière de faire d'autres diversifications. Mais c'est vrai que moi je vois ça côté un peu start-up et lancement d'entreprise. C'est souvent sur des thématiques effectivement qui ont un impact, que tu as le plus de relais presse par exemple. S'il y a un impact comme les applications comme Yuka par exemple qui te permettent de mieux manger, tout de suite tu vas avoir beaucoup plus de relais presse et tu auras plus de facilité à lancer ta marque en fait. Et je pense que là c'est le cas, c'est-à-dire que tu as été porté aussi par ce concept qui fait que, comme tu disais, tu as les presses régionales, locales qui te reprenaient. Mais oui, parce que tout le monde voulait s'associer à cette action de public de santé gratuite, incarné par le médecin de la France. Tout le monde voulait se raccrocher. Pourquoi on était accueillis par les villes? Parce que le maire, il montait sur scène, il se faisait prendre en photo par Michel en disant je me vois encore avec Alain Juppé qui dit voilà, cher Bordelais, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Simès, passer une belle soirée. Et voilà. Donc il y avait aussi une construction avec la ville. Donc tout le monde était gagnant. Donc c'est pour ça qu'on a réussi. Et ça a tellement bien marché que derrière, on a décliné très rapidement le concept pour les enfants, animé par Jamil, l'animateur de C'est pas sorcier, qui incarnait les conférences pour les enfants sur le bien bouger, bien manger, où là on allait chercher les familles, on allait chercher les écoles, et ça a également été un énorme succès. Ça s'appelait pareil, pareil. C'était quoi la marque? La marque c'était Jamy, qui invitait et qui toujours avec le même partenaire, et c'était des conférences pour les familles sur le bien bouger, bien manger, c'était exceptionnel. D'accord. C'est pas sorcier. Ça c'était c'est la première étape, la première brique événementielle. Comme ça cartonne. Tu te dis, l'étape d'après, c'est quoi? Si je fais un... Non, alors je me dis, ça cartonne. J'ai des partenaires qui sont fidèles. J'en ai d'autres qui veulent rentrer, mais qu'on refuse parce qu'on ne voulait pas non plus... on n'était pas un maillot de foot, on n'est pas le PSG. Et donc, derrière, je m'aperçois très rapidement que sur le marché du magazine de santé, il y a Santé Magazine et Top Santé qui sont 100% des magazines féminins. Et moi, je me dis, moi, si j'ai 50 balais, j'ai pas le droit d'avoir un magazine. Donc, ça me trotte dans la tête. J'ai toujours eu aussi un benchmark aux États-Unis avec Oprah Winfrey qui endosse son magazine, Oprah Winfrey Magazine, qui cartonne. Et très vite, je dis à Michel, écoute, il faut qu'on y aille, il faut qu'on lance un magazine plus feel good, un magazine bienveillant,
bien-être plus que santé, où on est vraiment dans la prévention et moins dans le curatif. Et tu l'incarnes. On va pas tourner autour du pot, tu l'incarnes. Attends, juste une question. Oui. Pourquoi tu choisis à ce moment-là le média papier, sachant que tu aurais pu dire je lance un pure player, je lance une émission de télé, je lance une chaîne YouTube? C'est Parce ta que cible... deux choses. Parce que d'abord, le cœur de cible, c'était les 50 ans et plus, qui Ouais. aiment bien le papier. Parce que la presse était en train d'exploser dans tous les sens et je me suis dit, si ça explose, il y a certainement des opportunités. Et parce que j'ai toujours été attiré par l'édition et voyant les chiffres de Santé Magazine et Top Santé, malgré la crise de la presse. Qui était bon? Ah oui, qui était énorme, avec des taux d'abonnement incroyables. Je me disais qu'il y avait de la place pour un magazine, un lecteur, pour une lecture mixte, pour à la fois qui pouvait être lu par un homme et une femme dans le métro sans qu'il y ait... voilà, ça porte... une connotation. ouais, une connotation. Un mec qui lit Santé Magazine, bon, on peut se poser des questions. Il lit Dr Good, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, Michel Simès incarne le magazine. Il incarne le magazine, il le défend, il pilote la rédaction, on contrôle les pubs parce que aucun laboratoire. On fait un vrai partenariat avec Mondadori qui a cru aussi au projet. Et oui, c'est ça que j'avais demandé, parce que pour lancer un magazine, il y a quand même une logistique. Oui. Comment tu dis tout de suite, je vais m'appuyer sur un groupe oui, existant? parce que nous, on est là pour lancer des idées, pour créer des idées, pour les accompagner, mais à un moment donné, c'est chacun son métier. Et moi, je ne suis pas un éditeur de presse, donc Okay. j'ai choisi le meilleur partenaire qui nous a fait confiance, parce que il y en a beaucoup qui ont refusé, hein, évidemment. Et on s'était, je me rappelle, donné un objectif de 60 000, et le premier numéro, on l'a vendu à 130 000. Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose. Voilà. Et à partir de ce moment-là, l'histoire, elle était partie. On est monté. Aujourd'hui, on fait 210 000 exemplaires tous les 2 mois. C'est un bimestriel. Bimestriel, c'est ça. Okay. Comme tu l'as dit, c'est le meilleur lancement des 10 dernières années. C'est fou. Hein. Ensuite, on a très rapidement, on s'est donné pour objectif de décliner la marque. Donc, on l'a lancé sur l'alimentation saine avec Dr Good, c'est bon. Ouais. Marché très encombré, on en fait 130 000, 2 fois plus que l'objectif. Et puis, il n'y a pas longtemps, on a décidé de lancer la version pour les enfants parce que ça n'existait pas. Et on a lancé Dr Good Kids qui fait 20 000 ventes, c'est-à-dire 3 à 4 fois plus que Science et Vie Découverte. Pourquoi ? Parce que on a ce ton bienveillant, authentique, préventif que les gens viennent chercher. Et donc, on s'est très rapidement aperçu que la marque Dr Good, finalement, elle était positive, elle était certes incarnée, mais elle faisait du bien aux gens. Et c'est quoi le business model ? C'est un abonnement payant ? Enfin, tu achètes ton magazine et en plus tu l'achètes en kiosque et tu as des pubs et tu as de la pub dedans contrôlée et puis tu as derrière des abonnements. Ok. Donc vous allez chercher vos annonceurs ? Moi, je ne vais rien faire du tout. C'est la régie de Mondadori, Manor Reward Media, qui assure aussi la gestion commerciale. Voilà. Ok, donc toi tu gères l'édito, la coordination. L'édito, c'est mon frère qui la gère avec une équipe éditoriale qui a été mise à disposition des experts. La régie publicitaire, elle est gérée par Mondadori, maintenant Reward Media. Et puis ça me permet moi de créer d'autres diversifications et déclinaisons. Ouais. Ok, et donc ça, tu lances ça en 2018 ? Non, en 2017. 2017, le premier numéro. Septembre 2017. Septembre 2017. À quel moment Webedia, parce qu'ils viennent te chercher, non ? Oui, alors non, ce qui s'est passé, c'est que vu le succès de Dr Good, tout le monde l'avait repéré. Et ce qui s'est passé, c'est que Mondadori a été mis en vente sur le marché de l'édition. Et l'ensemble des médias ont senti qu'il y avait une opportunité de travailler la marque à 360, qui avait ces conférences qui étaient sur le terrain, qui cartonnaient, on était les seuls à faire ça, un magazine qui était en train de battre tous les records, un médecin qui est populaire et qui cartonne en télé. Et donc oui, on a eu des contacts, des discussions avec l'ensemble des médias, donc TF1, M6, j'avais rencontré aussi Bayard, CNews,
AMI, enfin ex-Lagardère, Vivendi et Webedia. Et avec chacun des ambitions légèrement différentes. Et comme avec Michel, on s'était aperçu qu'on était arrivé au bout du côté artisanal de notre action, parce que quand à un moment donné tu fais 11 conférences, un magazine, du brand content, etc., tu sens que il y a encore des opportunités, mais tu es au taquet, tu peux pas le faire parce que tu es deux. Enfin, j'étais surtout tout seul parce que Michel a aussi ses émissions. Et que tu te dis que la prochaine étape, c'est de digitaliser quelque part la marque Dr Good, eh ben, tu regardes ce qu'on te raconte. Et puis après, c'est une relation humaine. Et la première fois qu'on a rencontré Cédric Siré, le patron de Webedia, quand on est sorti du déjeuner avec Michel, on s'est dit ça va être dur de ne pas aller chez Webedia parce que le mec, il est brillant, parce qu'il est tout ce que l'on aime avec Michel. Et donc, très, très rapidement, on avait décidé d'entamer des discussions avec Cédric Siré et avec Webedia. On n'en faisait pas une histoire d'argent. On voulait continuer l'aventure avec un véritable entrepreneur et qui est en partage de valeurs avec nous. Parce que peut-être les gens, la marque Webedia commence de plus en plus à être connue, mais pour beaucoup de gens, elle n'est pas forcément, c'est pas une marque grand public encore, mais c'est derrière Webedia, il y a Allociné, il y a jeuxvideo.com, il y a énormément de marques. Bien sûr. C'est un MCN. Voilà, c'est un MCN qui gère des youtubeurs, les plus gros youtubeurs français, c'est eux qui les gèrent. Exactement. Donc pour vous, l'idée, c'est d'avoir aussi des synergies sur le digital grâce à un groupe comme ça. L'idée, c'est que Webedia mette à disposition son expertise et ses talents au service de la digitalisation de Dr Good, parce que nous, on a lancé Dr Good, l'ambition digitale, on a lancé une newsletter à fréquence 3 fois par semaine qui cartonne. On a des taux d'ouverture supérieurs à 50%, ce qui est absolument hallucinant. Mais encore faut-il les mettre dans les bons tuyaux. Enfin, moi, je sais pas faire. Okay. Ensuite, il y a, on a lancé, Webedia a lancé le live lundi dernier, la chaîne de télévision sur le net. Ce média digital sur lequel nous avons une émission Dr Good, donc qui est incarnée par Michel, mais pas que, parce qu'il y a un trio avec Julien Méniel qui a une chaîne qui s'appelle Dans ton corps, et Marine L'Orphelin, ancienne Miss France et qui est médecin l'année prochaine, je crois. Et puis derrière, la perspective, c'est de lancer bien évidemment la chaîne Dr Good Télé. Okay. Donc pour ça, il fallait qu'on ait des vrais professionnels qui nous accompagnent et qui nous permettent de gagner du temps et Mais encore une fois, il y a une âme d'entrepreneur. Voilà, à tous les étages, il y a des entrepreneurs et on s'y sent bien et parce que le patron est un mec extraordinaire. Voilà. Tout simplement. Donc là, ça fait combien de temps que vous avez rejoint? Alors, on s'est adossé à Webedia en juin 2019. Donc, c'est assez récent. C'est assez récent. Et encore une fois, on a l'impression d'avoir grandi avec Webedia. Enfin, l'input vient aussi de la direction, que ce soit Cédric, le boss, ou Michel Benzeno, qui est en charge du développement commercial, avec qui j'ai une relation incroyable, parce qu'elle est positive, elle est dans la construction, et à aucun moment, quand je lui dis, écoute, je pense que ça serait bien de développer ça, jamais c'est, mais c'est quoi là, combien ça va nous coûter? Putain, c'est une bonne idée, vas-y, on fonce, et bien évidemment, dans un cadre économique, mais c'est pas c'est un paramètre, c'est pas un problème. En fait, ici, il y a que des paramètres, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ok. Super, super intéressant. Je voulais juste ici, on essaye de rentrer un peu dans les coulisses des médias. Juste, est-ce que tu peux peut-être nous présenter rapidement les grandes étapes quand tu crées un magazine? C'est quoi les grandes étapes entre le moment où tu crées ta ligne édito jusqu'à la distribution dans les kiosques? Ça dure à peu près un an. Entre le moment où tu fais ton premier rendez-vous et tu essaies de dire à ton partenaire que tu as retenu, faites-nous confiance, on va y arriver. Ensuite, très rapidement, c'est l'éditorial. Il y a à la fois le côté éditorial, donc une rencontre entre des journalistes, un rédacteur en chef et Michel pour définir le chemin de fer et la promesse du magazine éditorial. En parallèle, il y a la constitution d'un business plan
Ouais. Voilà, qui se fait avec les investissements, etc. Et en parallèle, il y a aussi la réflexion artistique, la réflexion du nom. Parce qu'il y a beaucoup de noms déposés. Donc, au départ, on s'était dit, on voulait un magazine Feel Good, tiens, on va l'appeler Dr Feel Good, et puis c'était déposé, donc on a simplifié. Et on s'est dit, tiens, on va l'appeler Dr Good. Ensuite, il y a les dépôts de marque juridique. Ensuite, il y a la signature des contrats. Il y a la validation du business plan. Après, tu as la date de lancement qui est officielle. Derrière, tu fais ta communication en amont, tu fais tes RP, tu fais ton communiqué de presse, tu réponds. Et puis derrière, Michel a fait le job d'aller sur l'ensemble des plateaux pour expliquer la genèse et le pourquoi de ce magazine. Et donc là, ça sort tous les 3 mois. Tous les 2 mois. Alors, tous les 2 mois, tu as Dr Good. Tous les 3 mois, tu as le hors-série Food. Dr Good, c'est bon. Et tous les 3 mois, tu as le hors-série Dr Good Kids. Et je peux même te dire que nous allons lancer une déclinaison de Dr Good qui va s'appeler Dr Good Veto à destination des animaux. Voilà. Ça sort. Et ça sera incarné par également une vétérinaire qui s'appelle Hélène Gâteau, qui se balade dans les médias depuis très très longtemps. Et avant la date de sortie d'un magazine, c'est quoi l'échéance ? Il faut que vous envoyiez la maquette du magazine Je crois que c'est 3 semaines avant, ça part aux imprimeurs, et puis après tu le reçois, puis après c'est la distribution. Parce que Prestalis non, c'est MLP. Vaut mieux. Non, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de choses à faire quand tu lances un magazine, parce que en plus de tout ce que je viens de te dire, il faut que tu ailles draguer les annonceurs. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses des présentations dans les agences de ton concept, du positionnement. Donc avec Michel et les équipes de Mondadori, on a fait les 5 ou 6 plus grandes agences qui réunissaient les directeurs de clientèle, où on expliquait le positionnement, etc., en disant faites-nous confiance. Et voilà, c'était chez Havas, c'était chez Publicis, chez DDB, enfin toutes les agences de com. Et on avait 3 présentations par semaine avec la patronne de la régie de Mondadori de l'époque. Et ça a été un travail aussi où il fallait draguer. Parce que dans le business plan, il y avait une ligne recette publicitaire ambitieuse. Je suis content d'en parler parce qu'en fait, souvent, les gens qui ont un projet média, ils se disent j'ai un super projet de magazine, c'est ça, le contenu génial, etc. Mais en fait, ils sont que dans le contenu et ils pensent pas à tous ces aspects-là. En fait, la réussite, quelque part, d'un magazine, elle est d'avoir compris le business model, d'aller en amont, comme tu dis, d'être allé draguer des annonceurs, d'avoir pu sécuriser des deals. Et ça, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont que dans le contenu et qui l'entendent pas. Mais c'est pour moi la recette, et on va juste après, c'était ma question, c'est quoi la recette d'un magazine qui marche ? Il y a effectivement un business plan qui est déjà préétabli, qui marche et sur lequel tu as déjà des accords avec des annonceurs. Il y a évidemment du bon contenu, mais tu vois, serait quoi pour toi les quelques ingrédients pour faire un vrai beau magazine qui fonctionne ? Je pense que c'est d'abord le fond. Je pense que même si tu fais un premier numéro et t'exploses, si le fond n'est pas là, si la promesse n'est pas tenue, ils ne reviendront pas. Donc nous, très rapidement, les gens ont adoré le magazine. Il était innovant, il y avait une maquette qui était très innovante. Et puis, il y a eu, très rapidement, on soutenait la sortie du magazine par de la pub télé. C'est le faire savoir, parce que c'est bien, si tu ne fais pas savoir... tu vas rester dans ton coin. Donc là, vous appuyé pas mal sur Michel Simès, mais vous avez fait aussi de la pub. On a fait de la pub télé, on a fait des RP, on a fait un travail en B2B très important, on a eu des beaux papiers et tout le monde a trouvé la démarche intéressante, donc a voulu aussi nous porter en disant putain, c'est cool ce que vous faites, vous prenez un risque, vous êtes 2 frères. Voilà, allez-y, on va vous aider quelque part. Donc, tout le monde a été extrêmement bienveillant à l'occasion du lancement du magazine, tous. Et je pense à ça, là, quand tu es justement dans un groupe comme Webedia, est-ce que par exemple, vous allez faire de la cross-promo avec des youtubeurs qui vont faire un truc, à un moment donné, ils vont parler de votre magazine ? Vous utilisez ces leviers-là un peu ou... On peut les utiliser. Encore une fois, il faut le faire, mais il faut le faire avec une logique et il faut pas que ça arrive comme ça. Tiens, Norman ou Cyprien qui parle du magazine. À un moment donné, nous, on n'est pas dans l'opportunité, on est dans la construction d'une histoire. Par contre, on a des points de convergence avec Norman qui vient d'avoir un enfant. Donc, à un moment donné, peut-être qu'on peut discuter, que Michel peut avoir une discussion avec Norman
en disant, bah voilà, tu es un YouTuber, tu viens d'avoir un enfant, comment ça a impacté ta vie, évidemment, c'est tout ça et du bonheur, mais comment tu gères, etc. Il faut qu'il y ait un prétexte pour ça. C'est pas se dire, tiens, on va dire à Cyprien, tiens, vas-y, s'il te plaît, fais-nous la peau. On n'a pas besoin de ça. Bien sûr. On n'a pas besoin de ça. Il faut que tout ce que l'on fait ait du fond et une justification. Voilà, sinon, tu perds ton audience et tu perds ta crédibilité, etc. Ok, dernière question avant qu'on passe sur la dernière partie. C'est quoi la suite Dr Good? Donc on a vu Dr Good Veto. Est-ce que vous allez donc il y a l'émission sur la chaîne Le Live. Tout à fait. En projet la chaîne de télé. Donc il y a une chaîne de télé digitale. Donc ça va être une chaîne comme le direct, c'est-à-dire en live 100% linéaire. Voilà. Ok. Ok, vas-y. Ouais. Et alors le projet c'est de monter en 2 temps, hein, mais initialement c'est de faire une chaîne digitale, hein, parce que c'est une vraie chaîne digitale. Et puis ensuite, on verra si on monte en linéaire. Moi, je pense qu'il y a un terrain, mais bon, après, c'est des gros investissements. Sur YouTube, la chaîne ou... Oui, sur YouTube, sur l'ensemble des plateformes. Okay. Voilà. On a développé... c'est dans le prolongement de la newsletter aussi qui cartonne et qui a trouvé son public. On est quasiment à 80 000 maintenant très qualifiés et on voit qu'il y a des taux ouverture énormes. Donc, on va vraiment développer la newsletter par thématique. Qui va être un vrai média, donc vous mettez dedans de la pub. Alors on met de la pub encore une fois, mais on met de la pub qualifiée. Ouais. On met de la pub qualifiée, on fait pas de promo, on fait pas de couponing, on fait rien. Non, mais il y a un business model derrière. Oui, il y a juste de l'envoi de compte. Non, il y a un business model. On est là aussi, on n'est pas des philanthropes, mais on se cache pas derrière le petit doigt, voilà. Mais on essaie de rester populaire. Le magazine, on aurait très bien pu le mettre à 4,50 €. Et ben non, finalement, on a décidé de le mettre à 2,95 € pour que la majorité des Français puissent s'acheter un magazine à moins de 3 €. Okay. On aurait pu le mettre à 4,50 ou 5,50 comme les autres. Ouais. Non, on l'a pas fait. Et on est en train de signer, de lancer une maison d'édition Dr Good pour lancer des bouquins pratiques Dr Good, okay, qui seront vraiment brandés Dr Good, pas forcément incarnés par Michel, hein, parce que il y a pas que Michel sur Terre. Donc on va lancer plein de collections Dr Good sur des notamment du pratique. Bienveillant pour accompagner les gens dans pour devenir acteurs de leur propre santé et on a d'autres projets. Voilà, j'ai un projet sur lequel on travaille, c'est de créer un réseau de salles de sport et santé, ouais. C'est-à-dire où finalement la première personne que tu verras, en fait c'est pour aller chercher les sédentaires et les mettre à l'activité physique, mais dans un cadre santé où ils sont encadrés pour pas faire n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est un vrai projet d'entreprise sur lequel on est en pleine réflexion. On va certainement y aller. D'ici 2 ans, on aura, j'espère, quelques salles de sport et santé, ou plutôt santé et activité physique qui verront le jour. Ok, génial, super intéressant. Dernière partie, on parle un peu de prospective là. Ouais. Moi, j'ai une question, puisqu'on parle en fait ici souvent de marques médias, puisqu'on dit les médias sont des marques. Certains producteurs de contenu me disent que même certains contenus sont des marques. Là, on en a parlé, les personnalités sont aussi des marques. Alors, c'est pas du tout péjoratif, mais effectivement, Michel Simès est devenu une marque. Est-ce qu'on va de plus en plus vers ça? On voit les influenceurs, les youtubeurs. Est-ce qu'on va de plus en plus vers des gens, des personnalités qui deviennent des marques? Ou est-ce que c'est à la marge encore Non, enfin, Michel, c'est pas une marque. Michel est une caution, est un label. C'est pas une marque. C'est pas une marque. Une marque est faite pour être exploitée tout azimut. Et on a refusé des très très gros deals parce que justement ce n'est pas une marque. Un animateur ne peut pas être une marque. Un animateur, il a un terrain de jeu. Un animateur, il a des valeurs. Un animateur se doit de respecter son ADN. Après, si tu te disperses, enfin, il y a des exemples. Il y a des animateurs qui font de la pub pour des fenêtres, arrêt fenêtre. Ok, ils prennent de l'argent. C'est comme un jour Gad Elmaleh qui fait une pub pour le Crédit Agricole. Le Crédit Lyonnais, pardon. Ça a été contre-productif. Je ne parle pas de l'aspect économique, je ne me permettrai pas, mais ça a été contre-productif. Oui. Il y a beaucoup de personnalités qui sont entourées d'agents qui sont plus dans la maximisation et l'optimisation financière plutôt que dans la construction. Dans la construction, ils sont plus dans l'opportunité.
voilà, moi, j'ai toujours été, alors indépendamment du fait parce qu'effectivement c'est mon frère, mais j'ai toujours fait ça avec l'ensemble des animateurs en leur disant, écoute, voilà, moi je pense qu'il faut pas faire parce que aucune valeur ajoutée, tu vas gagner un peu d'argent, mais c'est pas le sujet. Faisons des choses qui te ressemblent parce que voilà, parce que sinon c'est difficile de te monter en notoriété, en sympathie, mais tu peux être cassé en 3 minutes 50. Voilà, après, il y en a qui sont à court terme, d'autres à moyen terme, d'autres à long terme. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment dans... voilà, c'est pas l'argent qui doit guider les prises de décision, c'est la pertinence et la convergence de l'objectif du client avec l'ADN de la personnalité. Si c'est trop éloigné, moi, mon conseil, c'est de ne pas faire. Après, chacun fait ce qu'il veut. On vient de plus en plus dans un monde de l'immédiateté de l'information, donc il y a beaucoup de fake news. Est-ce que du coup, le fait d'avoir un magazine où tu traites des sujets dans le fond avec de l'expertise, c'est pas un peu ce qui fait le succès, enfin, tu vois, qui va faire que le magazine a encore de beaux jours devant lui? La force et la faiblesse du magazine, c'est que pour faire un magazine, il faut 3 mois. Donc, on est dans ce qu'on appelle l'actualité froide. Ouais. C'est-à-dire que nous, on réagit pas à l'actualité. Ouais. Donc, le magazine, tu construis des dossiers, tu saisis tu décides de thématiques, mais à un moment donné, tu es dans du journalisme froid. C'est pour ça qu'on a monté cette newsletter qui nous permet de réagir à chaud sur l'actualité. Et donc, ce maillage entre des dossiers travaillés en profondeur et cette newsletter qui peut réagir sur l'actualité à tout moment, la somme des deux fait que tu remplis ta mission. Ok. Voilà. Très clair. Dernière question. Aujourd'hui, on rentre de plus en plus dans la personnalisation des contenus, notamment avec, on parle de big data, ce genre de choses. Bon, évidemment, sur le magazine papier, c'est plus compliqué. Est-ce que ça, c'est le genre de choses que vous réfléchissez à terme, de faire un peu plus de contenu personnalisé en fonction des gens Oui, mais on va essayer de segmenter et de faire, alors, personnaliser, je ne sais pas si on fera en one-to-one, mais en tout cas, oui, d'aller sur de créer des segments. Pourquoi ? Pour affiner le discours et les messages que l'on fait passer. L'objectif final, c'est que finalement, tout le monde devienne acteur de sa santé et reçoive des informations qui lui servent. Et donc, oui, on va affiner, on va lancer, on va faire un maillage entre thématique et cible. Donc, on va aller sur le senior, on va aller sur le jeune, on va aller sur le cadre, on va aller sur et on va mailler ça avec des sujets comme l'activité physique, la bonne bouffe ou le bien-être au travail. Donc, c'est un travail qu'on est en train de faire, ce maillage, pour essayer effectivement d'adresser au bon moment, pour la bonne raison, à la bonne personne, le bon message. La bonne thématique. Bien sûr, c'est un peu la mission. Super. Écoute, on passe aux questions de la fin. Je te pose quelques questions, puis tu me réponds de façon détaillée ou non. Première question, quels médias tu consommes, toi, au quotidien, et à quelle proportion ? Alors, moi, je consomme énormément ma tablette. Tous les matins. Tu regardes la presse ou tu regardes... La presse, oui, tout à fait. Moi, sur tablette, c'est marrant, il y a des gens qui peuvent... sur tablette, je me fais 4 médias tous les matins. Presse actualité, là, on parle presse actualité, okay. Donc je commence par le Figaro, ensuite je vais sur le Parisien, sur l'équipe évidemment. Ouais. Ensuite, une fois par semaine, je vais sur Challenge, et puis après, je vais sur les newsletters spécialisés tels que Stratégie, CB News ou 100% News. Après, c'est toujours la même chose, mais je m'informe, je partage des infos parce qu'il y a toujours de bonnes infos, à prendre. Après, je suis moins consommateur de télé, si ce n'est le sport. Donc, je suis toujours... Grands événements et le sport. Ouais, le sport et le foot en général, parce que je suis quand même un fou du PSG. Après, je regarde... dès que je peux, quotidien, parce que j'adore cette émission. Okay. De moins en moins les informations. Et attends, quotidien, tu le regardes en live ou tu le regardes à la demande ? En live, j'essaie de regarder à la demande. J'ai du mal à aller, en VOD ou en replay. Ah ouais ? Le replay, j'ai du mal. Je croyais que tu me disais j'avais du mal à être à une heure fixe devant mon... Non, je me débrouille. Après, je la regarde pas, mais je la regarde à partir de 7h30 à peu près, mais j'ai du mal à aller en replay. Je suis pas patient pour ça. Donc voilà, j'aime bien le direct.
j'aime moins le différé. Ok. C'est un match de foot, tu feras jamais rien à un match de foot en différé, c'est pas possible. Mais si je connais pas le résultat, parce que ça me saoule. Donc voilà. Et puis voilà, ce sont les principaux médias que je consomme. Après, voilà, je me suis mis à Instagram la semaine dernière, donc tu vois, comme quoi. Fais gaffe, c'est addictif. Ouais. Génial. Est-ce que tu as un livre à recommander ? Alors oui, j'ai un livre. Qui ne soit pas un livre de Michel Simès. Non, j'ai un livre à recommander. Je suis en train de lire Le vrai nom du bonheur et la sérénité. C'est Lionel Coudron, c'est un médecin et qui m'aide énormément à rester zen. Ouais. Parce que quand tu es un petit peu un espèce de zébulon qui a 75 milliards d'idées dans la tête, c'est qu'à un moment donné, tu deviens complètement jobard et tu stresses pour tout. Et à lancer plein de pistes, à un moment donné, ça te revient en boomerang si les pistes sont bonnes. Et tu ne penses qu'à ça. Et si tu n'es pas accompagné un peu pour reprendre un peu de zénitude, et tu deviens fou, quoi. Tu deviens fou. Et moi, je suis devenu fou parce que je pense à 10 milliards de trucs. À un moment donné, il faut qu'on. Et ce livre, il te permet, il t'apprend, il te donne des petits. Des petits exercices de respiration, etc., qui te permettent de prendre conscience que finalement la vie est belle, quoi, et qu'on va pas se plaindre. Mais après, c'est voilà, on est entier, on est passionné, mais à un moment donné, il faut prendre un petit peu de hauteur quand tu as des enfants, etc. Et puis surtout arriver à parler d'autre chose que de boulot, quoi. C'est un petit peu difficile. Voilà, j'essaie de plus en plus de garder pour moi ce sujet, quoi. Et du coup, j'en arrive à la question que je pose souvent sur la productivité, puisque ici on reçoit souvent des gens, soit des entrepreneurs, soit des gens qui ont beaucoup de projets. Est-ce que tu as une façon particulière de t'organiser, ou est-ce que tu as tu t'aides d'applications, ou justement tu parlais d'exercices de respiration? Est-ce que tu as des choses comme ça que tu utilises, ou c'est un peu au freestyle feeling? Non, moi je suis un peu à l'ancienne. Je me fais pas accompagner d'applications et tout ça. Dans mon travail au quotidien, je suis le roi du post-it. Okay. Voilà, je suis le roi du post-it, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée, je mets un post-it sur mon ordinateur ou sur ma table, et ça me. Quand je les regarde le matin, ça me donne encore d'autres idées, et c'est comme ça que j'arrive à phosphorer et à trouver des idées. Et j'ai été marqué lorsque j'étais à France Télévisions. J'avais travaillé avec Thierry Ardisson sur une boîte de jeux. Je me rappelle, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Ouais. Et j'avais été le voir chez lui, rue du Faubourg Saint-Honoré, et dans son bureau, il y avait un mur entier de post-it, de haut en bas. Et donc, je me suis inspiré de sa méthode. Et il m'avait dit... plus j'ai de post-it, plus je suis créatif, et il avait raison. Et en fait, le fait de les regarder plusieurs fois, tu penses que ça... Tu mûris l'idée, ou il y a un truc comme ça? Tu mûris l'idée, ça donne d'autres idées, et puis finalement, quand on enlève un, parce que tu as rempli ta mission... c'est un soulagement. C'est un soulagement, puis très vite, tu as envie de le remplacer parce que tu as envie d'être entouré de post-it, parce que ça veut dire que tu es entouré d'idées, que tu as plein de perspectives, et ça, c'est un truc super cool, quoi. Voilà. Génial. Est-ce que tu as un mentor? Quand je dis un mentor, c'est soit un vrai mentor que tu rencontres, à qui tu discutes, ou que tu as eu, ou est-ce que ça peut être une personnalité que tu admires et que tu as indirectement un mentor? J'ai deux mentors. Ouais. J'en ai un ancien et un tout nouveau. Ouais. Le mentor et celui qui m'a donné envie de faire ce que je fais, c'est un monsieur qui s'appelle Bernard Brochant, que lorsque je l'ai connu, qui était le président d'Avas. Après, il était venu président de DDB et vice-président du PSG et maire de Cannes. Et j'ai eu la chance de grandir dans son entourage, et c'est lui qui m'a donné l'idée de faire ce que je fais aujourd'hui. Et sincèrement, ça a toujours été mon modèle, et je lui dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à chaque fois que je le vois une fois par an, je lui remémore que si je suis là, c'est un petit peu grâce à lui. Et le deuxième mentor, c'est un lapsus. Non, le deuxième mentor, c'est le patron de Webedia. Parce que c'est tout ce que j'aime chez un mec. Cédric Siré, c'est ça. C'est tout ce que j'aime chez un mec. Ouais. Humble, modeste, discret, cool, positif. Il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais un manque de respect vis-à-vis de l'équipe. Et donc, peut-être qu'il ne faut pas lui dire, mais je trouve sincèrement que c'est un mec exceptionnel. Voilà. Et c'est surtout lui, encore une fois, qui nous a donné avec Michel. Et Michel
pensent certainement la même chose que moi. Bah voilà, et en plus c'est important d'avoir ce genre de gens autour de soi parce que c'est des gens qui inspirent en fait quelque part, qui vont t'inspirer au quotidien parce qu'ils ont une personnalité. Ils t'inspirent, ils te motivent et ils te donnent envie de renvoyer l'ascenseur qu'ils t'ont envoyé et de te défoncer pour eux, pour l'équipe, pour la boîte et voilà. Et on est très fiers d'être chez Webedia. On porte très haut les couleurs. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice et voilà. Et tout ça, c'est une histoire humaine. Dernière question. Pour les personnes qui écoutent ce podcast et peut-être qui ont des projets de magazine, des projets de médias, des projets de chaîne YouTube, des projets de courts-métrages, peu importe, est-ce que tu as un conseil à leur donner? Alors, moi, j'en ai déjà entendu plusieurs dans tout ce qu'on s'est dit, mais est-ce que tu as un conseil à leur donner pour se lancer? Bien sûr. Ne croyez qu'en votre conviction. Ne croyez pas ce que les gens vous disent. Moi, quand j'ai eu l'idée de faire le magazine, tout le monde m'a dit, mais tu vas dans le mur. Et les plus grands patrons m'ont dit, mais c'est n'importe quoi, tu vas perdre ton froc. Preuve en est, c'est que j'avais une conviction, je l'avais à l'intérieur de moi et j'ai dit à Michel, on va au bout de la conviction. Donc, si vous avez une conviction, n'écoutez pas les gens et créez-vous le besoin et vous irez chercher les moyens derrière. Ok, merci beaucoup Franck. Merci, c'était un vrai plaisir. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.